Partie 4. Partie solution aqueuse, redox, avec d'abord un diagramme potentiel pH. Donc je vous l'ai déjà dit, je le répète. Pour placer les différents constituants dans la liste fournie dans l'énoncé sur le diagramme potentiel pH, il faut justifier vos réponses. D'abord par la construction d'un diagramme préliminaire, les différentes formes en fonction du nombre d'oxydation et du pH, et les nombres d'oxydation qu'on calcule, on les justifie en rappelant quelles sont les règles de calcul que l'on met en place pour calculer différents nombres d'oxydation du plomb dans chacune des espèces. Les calculs, faites-les sur votre copie. Ils ne sont pas honteux, au contraire, ils montrent que vous avez réfléchi. Certains ont pu être un petit peu déstabilisés par le fait que pour Pb3O4, on trouve un nombre d'oxydation qui n'est pas un entier. On trouve 8 tiers. Alors c'est absolument pas gênant pour construire le diagramme préliminaire parce qu'il suffit de se rendre compte que 8 tiers, c'est compris entre 2 et 3. Donc ce sera un étage dans le diagramme qui sera simplement compris entre 2 et en l'occurrence le suivant ici qui aurait été 4 et non pas 3. Qu'est-ce que ça veut dire de trouver un nombre d'oxydation qui n'est pas un entier? Ça veut dire que l'espèce chimique Pb3O4 est en fait une association de deux formes dans lesquelles chaque élément plomb a des nombres d'oxydation différents, en l'occurrence du PbO, du PbO2, qui donc en fait dans Pb3O4 il y a du plomb au degré 2 et du plomb au degré 4, d'où le fait qu'on tombe sur une valeur moyenne intermédiaire. Ça n'empêche pas qu'on peut très très bien le placer en nombre d'oxydation croissant, même par sa valeur un peu bizarre de 8 tiers. Ça ne suffit pas parce que pour un même degré d'oxydation, il y a plusieurs formes qui apparaissent. Ce sont donc nécessairement des propriétés acido-basiques qu'il faut séparer. Et donc là aussi, sur la copie, doivent figurer les écritures des équations d'échange de protons qui vont vous permettre de dire qui est la forme acide et qui est la forme basique quand je les compare 2 à 2. Et ça va vous permettre d'arriver comme ça au petit diagramme préliminaire dans lequel on a placé avec justification, notamment au degré 2, Pb2+, PbO et HPbO2. Il faut le justifier, c'est pas par cœur où on sait que. Voilà. Quand vous avez ce diagramme préliminaire, la correspondance avec le diagramme pH fourni était donc évidente et on peut donner les résultats. Je vous engage vivement à penser à présenter ces résultats-là sous la forme d'un tableau. C'est beaucoup plus facile à lire pour le correcteur. Voilà. On continue avec l'exploitation classique du EPH en commençant par une question techniquement très simple quand on vous demande une pente. Vous savez que la pente, c'est le coefficient qui est devant l'abscisse de mon étude qui est en fait le pH. J'ai besoin de choisir le couple, alors B et F correspondaient à la ligne frontière entre les espèces PbO et Pb2+. Donc on applique une méthode, c'est technique. Il n'y a pas de difficulté, c'est juste on respecte la façon de faire. 1, on écrit la demi-équation électronique. 2, on est sur une ligne frontière, il doit y avoir coexistence des formes, j'écris donc la loi de Nernst qui va avec. Et surtout, je ne cherche pas l'expression complète de la loi de Nernst. On m'a demandé juste le coefficient devant le terme pH. Donc dans cette ligne-là, j'isole ce qui me permettrait de trouver le terme en pH. Et donc je me retrouve avec un morceau de la forme moins 0,12 pH, et d'ailleurs, je m'excuse parce que la pente c'est pas moins 0,12 pH, mais moins 0,12, et elle a une unité, elle s'exprime en volts. Voilà ce qu'on vous demandait, ni plus ni moins. Je continue mon histoire. La deuxième particularité, c'est qu'il y a des frontières verticales pour toutes les formes du plomb au nombre d'oxydation 2. J'ai besoin de savoir où sont positionnées ces frontières verticales. Donc je cherche un pH. Ce pH, c'est le pH à partir duquel va apparaître la forme PbO solide à partir de la forme en solution aqueuse. Pourquoi je le dis dans ce sens-là? Parce que les conventions du diagramme potentiel pH me permettent de connaître les concentrations des formes en solution. Donc, si j'utilise ce que me dit le texte sur la convention, je sais que quand il y a du Pb2+ dans le milieu, par définition, sa concentration est égale à 10-4 mol par litre. Et ensuite, toujours la même technique. J'ai deux formes à comparer, je cherche l'équation qui relie ces deux formes entre elles. À partir de là, puisque l'équilibre chimique est réalisé, je traduis la condition d'équilibre. Ici, c'est une réaction de précipitation. J'écris donc Ks égale QEC. Dans cette ligne-là, Pb2+, j'en connais la valeur grâce à la convention de construction du diagramme potentiel pH.
Et OH- me permet très facilement de remonter à la notion de pH par le fait que OH- égale KE sur H+. Je fais le calcul de H+, j'en déduis donc le pH, et c'est bien un pH de début de précipitation. Je me suis placé dans des conditions où c'est l'apparition du solide. Donc c'est pour ça, je le dis différemment, que la concentration de Pb2+, est bien à la valeur de 10-4 mol par litre. Il y a un micrograin de solide qui existe, qui me permet du coup d'écrire la condition d'équilibre. Je détaille ce calcul-là, je passe du coup le deuxième calcul, c'est analogue, sauf qu'au lieu de partir de Pb2+, on part de HPbO2-, je vous laisse vérifier que vous retrouvez la même valeur. Donc ça, c'était pour retrouver les deux équations des frontières verticales qui séparent les espèces de degré 2. Enfin, pour terminer la gestion de ce diagramme potentiel pH, on s'intéressait à la manière dont l'élément plomb allait être stable ou pas au contact d'une solution aqueuse. Vous savez que parler de la stabilité d'un élément chimique dans une solution aqueuse, c'est superposer le diagramme potentiel pH de l'élément au diagramme potentiel pH de l'eau, c'est-à-dire les deux couples O2H2O et H plus H2. Les lignes frontières sont tracées, mais ici on vous parle clairement d'eau aérée. L'eau aérée, c'est de l'eau dans laquelle il y a du dioxygène qui est présent. Et l'intérêt, c'est que ça introduit un oxydant fort. Eh bien, il suffit que je me rappelle que pour que deux espèces chimiques coexistent dans un milieu, il faut qu'elles aient un domaine de prédominance qui soit commun. Or, il apparaît clairement que le domaine de O2 est totalement disjoint du domaine du plomb. Donc, O2 et Pb solide ne peuvent pas coexister. Ils sont séparés. Les réactions que j'écris sont des réactions qui vont me permettre de les ramener l'un vers l'autre. Ce qui se traduit par le fait que Pb doit monter en nombre d'oxydation, il s'oxyde en Pb2+, alors que O2 doit descendre, c'est-à-dire être réduit sous la forme H2O. J'écris les demi-équations électroniques bêtement, j'équilibre l'échange électronique, tous les électrons fournis sont les électrons consommés, je trouve de ce fait l'équation bilan qui correspondra à la réaction entre le plomb solide et le dioxygène en solution aqueuse, c'est une réaction d'oxydation du plomb. Pour calculer la constante, j'utilise la méthode du chapitre EC1, je passe par les enthalpies standards libres de demi-réaction, delta 1,5 de G standard égale moins NFE, attention au sens d'équation. Ça, c'est dans le sens ox plus électron donne red, d'où le fait que pour l'équation 1, j'ai un signe plus et pas un signe moins dedans. Je trouve la combinaison linéaire, je fais mon petit calcul et j'en arrive à déduire la valeur de K, qui est effectivement une valeur grande, que j'attends comme étant une valeur grande, puisque j'ai démontré que les domaines étaient disjoints, je m'attends à une réaction thermodynamiquement favorable.